On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur le terrain de la guerre en Ukraine. Bon, vous savez que la ville fantôme, hein, vous avez vu des images là juste avant l'écran de pub de ce qui reste d'Avdiïvka. Il y a pratiquement plus d'habitants et la ville est quasiment détruite et totalement inhabitable. Il n'y a absolument plus rien qui fonctionne. Donc pour cette malheureuse ville fantôme, pendant 4 mois, ils se sont empoignés comme des fous. Les Russes ont perdu peut-être 15 000 hommes, semble-t-il, apparemment. Les Ukrainiens, on ne sait pas, peut-être pas autant. En tout cas, finalement, ils ont reculé. Et ça a été annoncé vendredi dernier, ils ont reculé sur quelques kilomètres et ils ont décidé apparemment, Gwendoline de Bono, vous êtes allé au plus près de leur position actuelle, voici quelques jours pour LCI, et ils ont décidé en quelque sorte de s'enterrer de manière à pouvoir bloquer une éventuelle attaque des fantassins russes si elle devait survenir sur ce saillant-là. C'est ce que vous avez noté en tout cas, Gwendoline. À bord d'un véhicule blindé étranger, les hommes de Joker, commandant d'une unité de renseignement, foncent vers le front. Ils laissent derrière eux la ville de Kupiansk et s'enfoncent à travers les villages. Ici, nous traversons les territoires repris par l'Ukraine pendant la contre-offensive victorieuse de septembre 2022. Les Russes ont fermement l'intention de revenir. Cette maison vient d'être touchée par un tir d'artillerie. Est-ce que vous avez conscience de la difficulté ici? Pendant leurs assauts, d'abord ils envoient d'anciens prisonniers, ensuite leurs mobilisés et puis leurs troupes d'assaut. C'est comme dans le film Un jour sans fin ici. Face à la poussée russe, les Ukrainiens s'enterrent. Depuis l'été, de nouvelles lignes de défense sont en train d'être construites. Dents de dragon, mines, on a tout fait dans les règles de l'art. Ici, on est à 6 km des Russes. Ces mines anti-chars seront posées dans la journée. De nouveaux réseaux de tranchées sont également en train d'être creusés. Un dispositif qui, d'après le commandant, met la ville de Kupiansk à l'abri, pour l'instant. Ils veulent nous repousser derrière la rivière, et c'est ça leur vrai objectif. Lorsqu'ils parlent de reprendre Kupiansk, ça c'est dans leurs rêves, ce n'est pas faisable. Et on s'accroche à chaque parcelle de terre qu'ils veulent ronger. On a juste besoin de plus d'armes. On reste ici, on se bat, on meurt. Mes frères d'armes meurent. On évacue leur corps du champ de bataille. J'espère que ce n'est pas en vain. Comme sur l'ensemble du front, les munitions font défaut. La nuit dernière, Joker et ses hommes ont pris le risque d'aller récupérer ce drone tombé derrière les lignes ennemies. On n'allait pas leur offrir cette technologie. Ce genre de drone coûte des milliers d'euros. On ne peut pas le racheter, donc on doit réparer ce drone. Ce sera beaucoup moins cher. Le drone de reconnaissance fourni par l'Allemagne sera réparé. Ici, dit le commandant, nous n'avons pas les moyens de perdre ni des hommes, ni de l'armement. Alors Gwendoline de Bono va être en ligne avec nous dans une poignée de secondes, elle est déjà en ligne. Je lui donne la parole dans un instant, mais je me tourne d'abord vers vous, Didier François. Est-ce qu'il vous semble, au vu de ce que vous savez de la technique militaire, que c'est bien ce qu'ils font là ? Que c'est ce qu'il fallait faire. Absolument, non mais c'est ce que nous décrit Gwendoline depuis plusieurs jours, et c'est pas que à Kupiansk, c'est sur en fait l'ensemble de la ligne de front. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la ligne de front, à Avdiïvka, dans le sud vers Orriv, en face de Bakhmout à Chassivyar, ou à Liman un peu plus bas et Kupiansk, en fait les Ukrainiens sont en train de rationaliser des lignes de front extrêmement durcies, des positions creusées, mais elle va vous le raconter beaucoup mieux que moi parce qu'elle est sur le terrain, pour avoir des endroits où ils seront protégés et où malheureusement ils pourront compenser leur manque d'obus et leur manque d'hommes par ce qu'on appelle la valorisation du terrain. Et typiquement, le creusement et le durcissement de positions et de bastions à des endroits clés derrière des rivières, qui sont des coupures humides difficiles à percer, font en fait une sorte, un peu l'équivalent de ce qu'avaient fait les Russes avec la ligne Surovikin, tout ça dans la profondeur. On le voit aujourd'hui en face d'Avdiïvka, il y a 3 lignes qui ont été créées à 5 km les unes derrière les autres, s'appuyant les unes les autres, et c'est la seule solution. Il faut qu'ils tiennent 1 an avant que les Occidentaux soient
capables de monter en puissance pour leur donner le flux nécessaire. C'est pas à vous que je vais rappeler que en mai 1940, la ligne de défense française était théoriquement infranchissable et que Guderian est passé au-dessus et en dessous et puis l'affaire est oui, arrivée. Mais ça, juste... Donc, non, là on est plus sur 14-18 parce que justement il a contourné la ligne Maginot, il n'est pas allé se mettre dedans, il est passé par Sedan, je vous rappelle, par la forêt, oui. Avec les Panzers. Et là, il y a pas là justement l'astuce a été, c'est comme sur Viking, on est sur 1200 km de ligne avec des tranchées, on est plus sur 1917 en fait avec... C'est à peu près la même. Au rappel où il y a eu quelques mutineries dans l'armée française, etc. Après déjà 3 ans de guerre difficiles, et avant de passer aux capacités de 1918, c'est-à-dire casser l'offensive allemande et permettre finalement l'arrêt de la guerre. On est plus sur... Comparaison n'est pas raison, il faut toujours faire attention aux trucs historiques, etc. Mais on est plus dans cette logique-là que dans la logique aujourd'hui de manœuvre qui a été la tentative, grosso modo, qu'ont fait les Ukrainiens de contre-offensive cet été et qui a raté d'ailleurs en juin, qui n'est pas passé. Non. Voilà. Gwendoline, vous êtes en ligne avec nous ce matin. Merci beaucoup, Gwendoline. Alors, je crois que vous êtes de retour à Kiev et c'est ça qui m'intéresse notamment parce que vous avez pu, bien entendu, ces dernières heures, parler avec des Ukrainiens de la rue et pas forcément qu'avec des militaires, comme quand vous étiez à Kupiansk. La question que je me pose est la suivante. Apparemment, toutes les enquêtes et les études d'opinion qui nous proviennent d'Ukraine, en particulier, mais pas que d'Ukraine, montrent que de plus en plus, l'opinion publique commence à mollir sur les opérations militaires et se dit que plus ça dure, plus il faudrait éventuellement envisager une solution diplomatique négociée. Est-ce que vous le ressentez, ça ? Est-ce que vous en avez des éléments de preuve ? Non, ce qu'on sent ici très clairement, c'est qu'il y a une fatigue après 2 ans de guerre, ça c'est certain. Est-ce que les Ukrainiens avec qui on parle, que ce soit des civils ou des militaires, mais ce qui est plus très éloigné ici, est-ce qu'ils sont prêts à la négociation ? La réponse est claire, c'est non. Le président ukrainien d'ailleurs l'a redit, lui estime qu'il est possible de récupérer l'intégralité du territoire et globalement, ça reste l'état d'esprit général dans le pays. Tout le monde, maintenant, ça a pris du temps, mais tout le monde a conscience qu'une guerre c'est long, qu'une guerre c'est fait de différentes phases. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, les forces ukrainiennes sont dans une posture qui est assez défavorable, notamment à cause d'un manque de munitions évident, mais on est quand même très loin d'un effondrement. Un exemple, vous en parliez, les forces russes ont perdu au moins 10 000 hommes, ça c'est l'estimation basse, pour reprendre Avdiivka dans une offensive qu'ils ont lancée en octobre dernier. Alors Avdiivka, c'est important, mais c'est tout de même pas Kramatorsk, par exemple, qui est le vrai centre de gravité ukrainien dans le Donbass et qui est une ville qui n'a jamais été menacée. Donc pour l'instant, l'appréciation de l'état-major, c'est effectivement, comme le disait Didier, qu'il faut s'adapter, qu'il faut construire 2 défenses solides en attendant notamment l'arrivée des F-16, des avions de combat américains, en attendant l'arrivée de nouveaux obus, de nouveaux missiles. Et puis il y a aussi une nouvelle loi sur la mobilisation qui est en train d'être étudiée au Parlement. Ça va donner un peu d'air aux soldats sur le front qui ont clairement besoin de rotation. Mais pour l'instant, l'appréciation à la fois dans la société ukrainienne et au sein des militaires, c'est qu'il faut se poster en défense, certes pour quelques mois, mais certainement pas pour l'instant envisager des négociations, ce qui est ici clairement un synonyme de défaite. Merci beaucoup pour cet éclairage indispensable et qu'on ne peut obtenir que quand on est sur le terrain, ce qui est votre cas, Gwendoline de Monod, avec Vincent Wartner ce matin sur LCI. Je me permets d'appeler Alexandra Goujon, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne. Alexandra Goujon, bonjour, vous êtes en Skype avec nous. Merci d'être là pour quelques minutes. Vous avez des contacts réguliers avec des gens qui sont en Ukraine, des gens que vous connaissez bien, des gens fiables, des gens qui sont de véritables baromètres de l'ambiance là-bas dans ce pays meurtri. Est-ce que vous êtes surprise par ce que vient de dire Gwendoline de Monod ? Moi, très honnêtement, j'ai été surpris parce que j'avais cru comprendre que les Ukrainiens, que la population ukrainienne, elle n'était plus aussi partante et va-t-en-guerre qu'il y a 2 ans. Et en fait, apparemment, non. Est-ce que vous confirmez ? Oui, je confirme. J'y vais aussi. Je suis moins sur le terrain que vos correspondants permanents, mais j'y suis allée 3 fois depuis le début de l'invasion à grande échelle. Et c'est un pays que je connais depuis près de 30 ans. Je le confirme parce qu'en fait, le sondage que vous évoquez, je l'ai regardé un petit peu en détail, et on a à peu près le même pourcentage de gens qui se disent prêts à endurer la guerre aussi longtemps qu'il le faudra, et à peu près le même pourcentage de gens qui disent qu'ils ne veulent faire aucune concession territoriale.
Donc en fait, la notion de moyens diplomatiques, bien évidemment qu'elle n'est pas rejetée. Les Ukrainiens ne font pas la guerre par plaisir. La question, c'est l'intégrité territoriale et les objectifs. Et effectivement, comme le dit Gwendoline de Bono, aujourd'hui, toute concession territoriale est considérée comme une défaite. En face, on a un pays, la Russie, qui ne veut pas négocier, qui cherche la capitulation de l'Ukraine. Les Ukrainiens l'ont compris. Ils sont dans une guerre d'usure. Les Russes cherchent à épuiser les Ukrainiens. Donc oui, il y a une fatigue, et ça, vos correspondants le montrent, notamment plus particulièrement sur le front. Mais fatigue n'est pas synonyme de lassitude ou d'abandon. Il y a une détermination très forte. Et alors, si on prend un autre chiffre, mais là qui mériterait aussi d'être discuté, c'est qu'aujourd'hui, le même sondage que vous évoquez, fait au même moment, donc, indique que 89% des Ukrainiens croient en la victoire. Alors bien évidemment, que veut dire la victoire ? Aujourd'hui, ce n'est pas de concession territoriale. On ne sait pas comment cela va évoluer. Mais je rejoindrai Didier François sur cette idée de guerre qui a un rythme. Et nos points de comparaison sont dans les autres guerres interétatiques. On l'a vu, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ce ne sont pas des processus, j'allais dire, qui sont continus. Il y a des défaites, des victoires, des petites défaites, des moments de stagnation. Et il est évident qu'en 2023, ce n'est pas 2022. 2022, on avait du rythme, avec aussi un sentiment d'urgence au tout début du conflit. Et je ne peux que rappeler que les désoccupations de territoires ont entraîné un traumatisme profond, puisque ça va avec la découverte de charniers, que ce soit à Boutcha, à Izium. Et aujourd'hui, les reportages qui nous viennent de ce qui se passe, enfin, pas de reportages parce que malheureusement les journalistes ne peuvent pas aller non escortés dans les territoires occupés, mais ce qui s'y passe, la russification qui s'y passe est terrible. Et les Ukrainiens souhaitent échapper à cette occupation. Et rappelons, 18% du territoire occupé, avec des méthodes, encore une fois, de dénigrement de l'identité ukrainienne. C'est l'État ukrainien et l'identité de ces Ukrainiens qui est en jeu, et les Ukrainiens l'ont bien compris, y compris encore en 2024. Jean de Glignasti, on l'a dit bien souvent sur ce plateau de LCI, on a dit que le temps long joue pour la Russie, parce que c'est un immense pays, il a des réserves humaines, il a des réserves d'argent, il a des réserves naturelles, etc., etc. Donc le temps long jouant pour la Russie et le temps court jouant pour les Ukrainiens, est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même, excusez-moi, je me fais l'avocat du diable, que sous la pression de la vie extrêmement difficile, de la guerre qui est insupportable, des morts, etc., eh bien les Ukrainiens disent, bon bah écoutez, ok, on leur laisse ce qu'ils nous ont volé et on arrête les frais. À supposer que les Russes acceptent, parce que pour le moment, eux, ils veulent piquer tout le territoire, ce qui n'est pas encore gagné. Mais on ne peut pas imaginer ça, quand même. Les Ukrainiens ont failli le faire à deux reprises. Ils ont failli le faire avec les accords de Minsk, où ils laissaient la Crimée, et ils ont failli le faire avec les accords d'Istanbul, ou d'Ankara, je ne me souviens plus, où le 30 mars 2022, ils avaient remis à 15 ans un vote d'autodétermination en Crimée et dans le Donbass, qui voulait dire en fait qu'ils abandonnaient ces deux provinces. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a beaucoup de sang qui a coulé, et que plus on s'enfonce dans la guerre, dans le sang, dans les souffrances, etc., moins on veut renoncer à ce qui a coûté tant de vie et tant de douleur. Et donc, plus on avance, plus, je pense, il sera difficile d'arriver à une négociation, et plus sera nécessaire, en fait, une pression internationale. Parce que c'est intéressant, les statistiques que vous avez montrées, qu'a commenté Madame Goujon, mais il y a exactement la même statistique miroir du côté russe. Il y a 4 mois, il y a un sondage qui a été fait, et on voit qu'il y a une majorité écrasante de Russes qui sont
pour une solution de paix, et une majorité écrasante à peu près la même qui dit aux conditions russes. Donc en fait, ça veut dire que le temps de la négociation n'est pas mûr et que très probablement il faudra exercer un peu une pression internationale à un moment ou un autre pour arriver à une solution négociée, si on y arrive, parce que le gel est malheureusement plus probable que les autres sorties. Vera Grandseva, vous faites la même analyse, au point où nous en sommes, hein. À 2 ans de conflit, vous faites la même analyse. Déjà, je trouve que le sondage qui a été effectué, la question, comment elle était formulée, c'est un peu trompeur, parce que qu'est-ce que ça veut dire la voie diplomatique? Est-ce que ça évoque les concessions à la Russie ou non? Ou est-ce que ça évoque qu'on peut faire la pression sur le Kremlin pour qu'il arrête, pour qu'il finalement retire ses troupes, etc. Vous voyez, c'est assez manipulateur dans ce sens, parce que la solution diplomatique, bien sûr, c'est toujours mieux que la solution militaire. Tout le monde est d'accord dans le monde entier sur ça. Donc ici, on voit que les Ukrainiens, bien sûr, qu'ils ne veulent pas que leurs soldats meurent davantage. Mais après, on voit que cette solution, pour l'instant, est impossible. En même temps, on peut se dire que cette baisse de morale, qui quand même peut-être maintenant existe en Ukraine, elle est due à plusieurs facteurs. Donc c'est bien sûr le moment un peu dur sur le front. On voit que la contre-offensive n'a pas réussi. Il y a une offensive du côté russe. Après, il y avait des tensions politiques. Il y avait le changement dans le commandement militaire en Ukraine, qui peut-être n'était pas soutenu par tout le monde. Et surtout, il y a aussi peut-être dans l'esprit des Ukrainiens l'idée qu'en Occident, il y a tant de débats sur les livraisons d'armes que ça traîne, effectivement, que ça affecte leur capacité de résister. Et du coup, il y a une sorte de fissure entre eux et leurs alliés occidentaux. Tandis qu'en même moment, Poutine arrive à négocier avec le Corée du Nord, avec l'Iran, et il arrive s'approvisionner. Donc on voit qu'il y a ce déséquilibre qui peut aussi peser sur les Ukrainiens, qui peuvent se dire, bon, est-ce que nous serons abandonnés par le Soudan ou non? Ce qui peut aussi avoir l'effet sur l'opinion publique, où les gens peuvent être un peu démoralisés. Mais à mon avis, tous les échos que j'ai de l'Ukraine, j'ai aucun Ukrainien parmi mes amis qui a changé son opinion et qui veut céder à Poutine. Ça, c'est hors de question. Je n'ai pas eu des retours comme ça de l'Ukraine. Justement, Vera, vous évoquez les bruits qui arrivent en Ukraine en provenance de l'Occident et du ramollissement justement de notre soutien, ils apparaissent très clairement dans une autre étude qui a été menée. On va voir le carton avec les chiffres. Voilà, les Européens et la guerre en Ukraine. 10% seulement considèrent que l'Ukraine gagnera la guerre, 20% que la Russie gagnera la guerre et 37% que la guerre se terminera par un compromis. Alors, c'est dans 12 pays européens, hein, c'est pas l'intégralité de l'Union européenne. Et d'ailleurs, je ne sais pas quels sont ces 12 pays, parce qu'il y en a certains qui sont plus ou moins pro-russes, en l'occurrence. Mais enfin, c'est quand même pas énorme, c'est pas brillant, parce qu'au final, 10% seulement que l'Ukraine gagnera la guerre, c'est-à-dire presque rien. Renaud Girard, quelle est votre réaction à voir ces chiffres-là? Je ne sais pas. Moi, je me mets à la place des Ukrainiens qui prennent connaissance de ces chiffres. Ils ne doivent pas sabrer le champagne avec ça. Parce qu'ils se disent, ils ne nous soutiennent pas. En fait, ils ne nous soutiennent pas, ils n'y croient pas. Alors évidemment, c'est un petit peu loin, par exemple, de l'électeur américain. L'électeur américain qui vit en Oklahoma ou Mississippi, ils ne se sont pas directement menacé par la Russie. D'autre part, lui, ce sont les républicains qui ont un agenda politique et qui font pression pour en terminer, bloquer l'immigration clandestine, illégale venue d'Amérique latine et qui a, il faut le reconnaître, explosé au cours des derniers mois. Donc ça, c'est l'urgence pour les citoyens américains aujourd'hui, mais ce n'est pas dit du tout que le président Biden, il a rassuré d'ailleurs récemment le président Zelensky, ne va pas parvenir à faire en sorte que le Congrès vote les 60 milliards de dollars. Oui, parce que, alors c'est vrai, pourquoi c'est bloqué aujourd'hui? Il faut expliquer à vos auditeurs pourquoi c'est bloqué. C'est bloqué parce que contrairement à la situation constitutionnelle française, le président de la Chambre des représentants est maître de l'ordre du jour. Absolument. En France, c'est le gouvernement qui est maître de l'ordre du jour. Le gouvernement peut proposer au Parlement tout ce qu'il veut. Là, c'est le speaker qui est maître du jour. Et il est trumpiste à mort. Il est trumpiste à mort. Mais il y a quand même facilement 30 ou 40 ou 50 représentants républicains qui seraient prêts
à voter avec les démocrates et donc avoir une grosse majorité pour approuver ce qui a déjà été approuvé par le Sénat. Je pense que l'affaire Navalny est la goutte de brutalité de trop qui peut faire déclencher le fait que les Américains montrent trop, c'est trop, parce que c'est une affaire humaine, c'est émotionnel, si vous voulez. On voit ce corps qu'on refuse à la famille, c'est genre inadmissible. Les gens se mettent à la place de Madame Navalnaya, si vous voulez, ou de sa mère. Et donc là, ça peut tout à fait provoquer un déclic chez ce speaker de la Chambre des représentants qui dit bon, on va accepter de mettre ça en débat, et si ça vient en débat devant la Chambre des représentants, ça passera. Ça passera, c'est certain. Il est fort, Renaud Girard, quand même. C'est lui qui fait le pont pour le prochain sujet. Non, pas vous. Mais je repars. Juste Alexandra Goujon. Je vous laisse juste la dernière minute, Alexandra, si vous le voulez bien. Je voudrais quand même que vous me commentiez les chiffres là qu'on a montrés là, sur le sondage dans les 12 pays de l'Union européenne qui montrent que seulement 10% des sondés considèrent que l'Ukraine peut gagner cette guerre. C'est très très peu. C'est très très peu, mais c'est pas surprenant au vu de la tournure de la guerre aujourd'hui, non ? Oui, ce que je constate surtout, c'est qu'il y a 20% qui considèrent que la Russie peut gagner la guerre. Pour la deuxième armée du monde qui devait envahir l'Ukraine en 2 semaines, c'est très étonnant. Et surtout, je constate qu'il y a 33% qui ne se prononcent pas. C'est-à-dire quand même, le niveau de croyance est quand même très faible pour l'un ou pour l'autre des pays. Donc voilà, moi ça me surprend pas tellement. Je pense qu'en fait aujourd'hui on voit bien que c'est lié à ce qui se passe sur le terrain. La stagnation sur le front. Certes, Avdiivka a été prise, Bakhmout avant, mais après des mois de combat, et la ligne de front depuis 1 an bouge finalement assez peu. Et on sait aujourd'hui qu'on s'est installé dans une guerre longue. Pour revenir quand même à la question aussi des aides, moi je rejoindrais aussi ce qui a été dit précédemment. Les Ukrainiens sont extrêmement sensibles à ce qui se passe dans l'opinion publique internationale. C'est-à-dire que beaucoup d'Ukrainiens, notamment, voyagent. Quand vous faites régulièrement le trajet entre la Pologne et l'Ukraine, les trains sont pleins dans les deux sens. Donc il y a un mouvement. Et lorsque les Ukrainiens viennent ici, il s'agit de convaincre l'opinion publique. Donc ils sont très attentifs à cela. Et je dirais aussi, bien regarder qu'on constate une différence aujourd'hui entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Finalement, l'aide de 50 milliards a été débloquée. Zelensky vient de signer des garanties de sécurité avec 3 pays européens. Il a obtenu l'ouverture des négociations pour une adhésion à l'Union européenne. Alors certes, les Ukrainiens ne sont pas dupes. Ils savent qu'ils ne rentreront pas dans l'Union européenne tout de suite. Oh par contre, pour les Ukrainiens, dont je rappelle, le pays est indépendant depuis 30 ans, mais ils se souviennent de l'indépendance ratée de 1918 et du peu de soutien occidental au moment du traité de Versailles. Donc pour les Ukrainiens, ce combat d'une guerre pour l'indépendance est un combat de très longue durée, et pour eux c'est un moment historique. Donc cette idée que les Européens soutiennent l'existence de l'État ukrainien, leur indépendance, c'est extrêmement important pour eux, et c'est bien cela que signifie pour les Ukrainiens cette idée d'adhésion à l'Union européenne, quelque part être un État européen comme les autres, même si aujourd'hui c'est un État en guerre. Et puis très récemment, le 13e paquet de sanctions à l'égard de la Russie. On parle beaucoup de l'aide à l'Ukraine. Les Ukrainiens souhaitent qu'à l'Ouest, que leurs partenaires, je dis à l'Ouest d'ailleurs, mais on ne parle pas tellement, récemment je parlais avec une Ukrainienne du Japon. Le Japon vient aujourd'hui discuter de 4 milliards d'aides pour la reconstruction. Donc c'est aussi un allié. Ouais. Eh bien, ces partenaires jouent un rôle très, très important, et les Ukrainiens sont très attentifs à ce rôle des Occidentaux et d'autres partenaires éventuels. Il y a aussi une diplomatie qui est menée depuis déjà un certain temps avec les pays émergents à la fois d'Afrique et d'Amérique latine. Merci beaucoup Alexandra Goujon.